Bonjour, aujourd'hui nous allons donc aborder la notion de diagnostic financier. En effet, un diagnostic financier prend son sens dans un cadre global s'articulant autour de dimensions stratégiques, organisationnelles ou encore sociales. La mise en œuvre d'une stratégie ne s'apprécie qu'à l'aune des contraintes et des marges financières dont dispose l'entreprise. De quelles informations avons-nous besoin pour réaliser ce fameux diagnostic financier? C'est l'objectif de ce cours. Pour cela, nous verrons dans un premier temps les principaux enjeux du diagnostic financier, puis ensuite, dans une seconde partie, nous aborderons les principaux calculs de gestion. Quels sont les principaux enjeux du diagnostic financier? Les objectifs et les moyens. La finance, c'est indissociable de cette notion d'information financière. Le diagnostic financier s'appuie des derniers états financiers disponibles. Une analyse historique permet donc de dégager des tendances. Dans tous les cas, l'analyse financière d'une société doit prendre en compte. Tout d'abord, le positionnement de l'entreprise par rapport à ses concurrents, la dynamique temporelle, donc l'évolution dans le temps des ratios de l'entreprise, la stratégie de développement, c'est-à-dire la croissance externe ou croissance organique, la diversification ou le recentrage sur le cœur de métier, les zones de risque donc, auxquelles la société est soumise, telles que les risques pays, en ressources humaines, en mix produit, etc. Et enfin, l'information sectorielle, donc selon les activités de l'entreprise et les zones géographiques. Abordons ensemble le diagnostic, un retraitement nécessaire. En effet, il est intéressant de partir en fait du diagnostic financier pour pouvoir aborder donc sous une approche différente notre analyse financière. Qu'est-ce? En effet, on va construire en fait ce qu'on appelle un bilan financier qui va être lui-même retraité. C'est l'une d'ailleurs des premières étapes du diagnostic financier qui consiste en fait à construire un bilan financier à partir d'un bilan comptable. Le bilan comptable classique que l'on connaît ici, donc qui va être retraité sous une forme totalement différente. On va passer donc au bilan financier sous cette forme. Autrement dit, on va en fait dans un premier temps retraiter surtout le besoin en fonds de roulement ainsi que la dette par la suite. Le besoin en fonds de roulement doit être présenté net du BFR passif, c'est-à-dire déduit des dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales. Ensuite, dans un second temps, la dette doit être nette, c'est-à-dire de trésorerie excédentaire, c'est-à-dire des fameuses disponibilités. Ensuite, il est important de savoir que cette présentation permet de mettre en évidence le total ici des emplois, donc capacité des capitaux employés, et le total des ressources, donc les capitaux propres et les dettes, ayant donc permis justement de financer nos emplois. Analyse de la performance économique et besoin en fonds de roulement net. Premier constat, tout d'abord, une base brute n'est absolument pas adaptée. En effet, première réflexion, première analyse, on doit vraiment aborder cela, net des dettes fournisseurs pour plus de sérénité. Traduction, ça signifie quoi? Si notre entreprise réduit drastiquement ses stocks et ses créances clients, mais qu'en parallèle, les fournisseurs sont méfiants et exigent des règlements rapides, quelles sont les conséquences pour mon entrepreneur? Il va devoir absolument regagner la confiance de ses fournisseurs. Conclusion, un besoin en fonds de roulement net des fournisseurs pour plus de sérénité. Deuxième réflexion, ne pas miser sur la seule optimisation du besoin en fonds de roulement actif. En effet, comment traduire cela? Inversement, une amélioration du BFR par l'actif, par exemple, en misant sur un niveau de stock élevé, n'est pas toujours une stratégie payante. Donc, il faut vraiment réussir à trouver un équilibre dans les deux aspects, à la fois actif et passif. Donc, autrement dit, en définitive, on observe donc deux leviers opérationnels qu'il convient de séparer entre l'actif et le passif. Autrement dit, encore une fois, les stratégies de l'entreprise vont dépendre de ces deux volets du BFR, la partie client d'une part et la partie fournisseur d'autre part. Analyse de la performance financière et du patrimoine. Et oui, pour un financier, une dette bancaire brute n'est absolument pas une information
pertinentes. Tout d'abord, il faut savoir que lever une dette reste neutre du point de vue financier. Autrement dit, elle n'appauvrit pas notre société. Est-ce la contrepartie d'une trésorerie? Autrement dit, nouvelle dette plus nouvelle trésorerie égale 0. Ou alors, est-ce la contrepartie, l'achat d'un nouvel actif, d'une nouvelle machine? Dans ce cas-là, de la même manière, une nouvelle dette s'efface grâce, entre guillemets, bien sûr de manière imagée, grâce à l'achat de cette nouvelle, en tout cas cet actif, de cette nouvelle valeur de l'actif. L'approche nette, ainsi, est extrêmement importante en prenant en compte ces différents aspects pour une présentation financière du bilan. Donc, il est important de pouvoir avoir une approche globale et nette. Du chiffre d'affaires au résultat. Qu'en est-il? En effet, pour mener une analyse financière, il faut comprendre la façon dont le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise se transforme en résultat. L'approche la plus courante est celle des soldes intermédiaires de gestion, les fameux SIG. L'articulation entre les différents SIG est d'ailleurs synthétisée dans le tableau que l'on voit à gauche. Alors, le premier solde intermédiaire de gestion qu'il convient d'étudier est le fameux chiffre d'affaires. En effet, c'est le premier agrégat surveillé par notre dirigeant, que l'on obtient tout simplement en multipliant le prix de vente avec les quantités vendues. La marge commerciale, en fait, est la différence entre les ventes de marchandises et les achats de marchandises. Donc, la notion extrêmement importante à souligner ici, c'est la notion de variation de stock de marchandises, c'est-à-dire que l'agrégat prend en compte justement cette variation, autrement dit stock initial moins stock final. La production de l'exercice, qui est donc la somme entre la production vendue, la production stockée, la production immobilisée. La production stockée est encore une fois, en tout cas, prise en compte en prenant la variation. Donc, variation cette fois-ci stock final moins stock initial. Ce calcul est extrêmement pertinent dans l'industrie d'ailleurs, il faut le savoir. Donc, avec des impératifs de disponibilité de l'appareil industriel et des impératifs de production. La valeur ajoutée. Autre agrégat extrêmement important ici. En effet, la valeur ajoutée consiste à retrancher de la marge commerciale et de la production les consommations internes telles que les consommations, en tout cas les matières premières, ou encore les consommations externes qui comprennent les loyers, l'assurance, le personnel intérimaire, etc. Il faut savoir que la valeur ajoutée ne prend pas en compte les frais de structure, c'est-à-dire les frais de personnel, par exemple, ni même les charges non décaissées, par exemple les charges d'amortissement. L'excédent brut d'exploitation, qui est donc obtenu en retranchant à la valeur ajoutée les charges de personnel ainsi que les impôts et taxes, c'est-à-dire les taxes foncières, taxes de véhicules, tourisme, etc. Ça ne comprend pas en fait l'impôt sur le bénéfice. Il convient de préciser que les charges sont uniquement encaissées et décaissées, c'est-à-dire qu'on ne prend en compte que les charges décaissées, c'est-à-dire ayant été payées, de même pour les charges donc encaissées, qui sont prises en compte ici. Alors attention, l'excédent brut d'exploitation est un agrégat fondamental pour l'analyse de la performance d'une entreprise, donc indépendamment de sa politique d'amortissement, ce qui permet donc réellement de comparer les entreprises entre elles. Autre précision, ça correspond également à ce qu'on appelle l'EBITDA, donc très utilisé en évaluation d'entreprise et connu donc sous le nom de Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Autre agrégat important, le résultat d'exploitation, qui est obtenu en retranchant en fait de l'excédent brut d'exploitation les charges cette fois-ci calculées et les produits calculés. Ces charges donc ne sont pas ici décaissées, c'est-à-dire c'est le cas d'ailleurs de l'amortissement ou la dépréciation d'actifs.
Ainsi, le résultat d'exploitation prend en compte la politique d'amortissement de l'entreprise. C'est un agrégat qui est très utilisé pour l'évaluation d'entreprise. Et d'ailleurs, on parle souvent de l'EBIT, cette fois-ci, Earning Before Interest and Tax. Autre agrégat, le résultat financier, qui est la différence entre les produits financiers et les charges financières. Il mesure la performance de l'entreprise sur le terrain du financement. Le résultat courant avant impôt qui est obtenu en faisant la somme entre le résultat d'exploitation et le résultat financier. Résultat exceptionnel, qui est la différence entre les produits exceptionnels, comme la cession d'un actif, et les charges exceptionnelles, comme un litige avec un client, un fournisseur, un salarié. Enfin, le résultat net, qui est obtenu en faisant la somme entre le résultat courant avant impôt, le résultat exceptionnel, et en retranchant l'impôt sur le résultat payé. Alors, c'est le dernier agrégat du compte de résultat et sert de base pour la redistribution des dividendes. Mais c'est également un agrégat qui sert de calcul, de base de calcul pour la fameuse CAF, capacité d'autofinancement, qui, je le rappelle, correspond à l'ensemble des ressources internes générées par l'entreprise dans le cadre de son activité pour assurer un financement. Nous avons terminé notre cours sur le fameux diagnostic financier.